Cette semaine, en enquête, les ingénieurs sous haute surveillance dans le scandale de l'industrie de la construction. Il a fallu même fermer des routes durant la construction parce qu'il y avait eu un laisser-aller au niveau de la surveillance. Finalement, les boulons qui étaient supposés d'être boulonnés sur la structure avant qu'on procède à l'étape du coulage de la dalle, bien, ils n'étaient pas boulonnés, les boulons. Il n'y a personne d'imputable. Il n'y a personne qui est responsable. C'est toujours l'autre à côté. Bienvenue à Enquête. On a beaucoup parlé des entrepreneurs dans le scandale qui secoue l'industrie de la construction. Mais quel rôle jouent les firmes de génie conseil et leurs ingénieurs dans ce scandale? Les intérêts sont énormes et ces firmes n'hésitent pas à jouer de leurs relations avec les donneurs d'ouvrages, les gouvernements et les municipalités pour tenter de décrocher de gros contrats. Il y a beaucoup de lobbying qui se fait, il y a beaucoup de cadeaux qui se donnent, by the side. Le rôle de ces firmes pour la construction de nos routes et de nos ponts est d'autant plus important qu'il y va de notre sécurité. Ça peut même devenir, et vous allez le voir, une question de vie ou de mort. Peut-on toujours leur faire confiance? Enquête sur un milieu où parfois les liens sont tissés serrés. Nous sommes le dimanche 18 juin 2000. Il est autour de 10h45. Dans cette auto, trois amis s'en vont assister au Grand Prix du Canada. Ils roulent sur l'autoroute 15 vers Montréal. Il fait un soleil radieux, il vente à peine. Une belle journée qui s'annonce pour ces amateurs de course automobile. En roulant vers le viaduc du Souvenir, alors en construction, ces trois amis étaient loin de se douter que leur vie allait chavirer cette journée-là. Personne ne sait alors que la structure est fragile, très fragile. Tout le chantier de construction de ce viaduc nage depuis le début en plein chaos. Sans avertissement, la structure s'effondre. Souvent, on parle d'un mort, plusieurs morts, mais quand ce mort est ton frère, il y a un visage à ça. Et puis ça, c'est le visage que personne n'a probablement vu, sauf ceux qui rentrent dans nos demeures. Il avait 50 ans. Mort pour rien. Pour absolument rien. Par l'incompétence des gens. Un pont te tombe sur la tête, imagine-toi, de l'affaire. Une poutre de 65 tonnes a littéralement écrasé la voiture des trois amis. Un des trois meurt. Les deux autres sont gravement blessés. Ils s'en sortiront miraculeusement, mais en resteront marqués tout le restant de leur vie. On voyait là, la poutre au-dessus de nous autres, puis la poutre était faite en forme concave, donc c'est ça qui nous a sauvés. L'enquête policière va durer plus d'1 an. Celle du coroner se terminera 3 ans après la tragédie. Sa conclusion donne froid dans le dos. Il écrit que les poutres étaient dans un état d'équilibre précaire dans les jours qui précédaient l'accident. Il ajoute que cette catastrophe est le résultat d'un manque de rigueur dans la préparation du projet, de communication douteuse au suivi des travaux, d'une exécution marquée de l'incompétence et bien souvent de l'improvisation. Une histoire d'horreur, comme rarement on en a vu sur un chantier de construction au Québec. J'arrive là vers 11h, 11h15. Marc Demers était à l'époque lieutenant-détective à la police de Laval. C'est lui qui a supervisé l'enquête policière sur la tragédie. Il y a plusieurs éléments troublants. Je vous dirais, au niveau technique, les poutres de ciment, qui pesaient plus de 60 tonnes, ont été laissées dans une situation d'instabilité, de mobilité, telle que le vent, des vibrations, un changement de température pouvaient provoquer l'effondrement. Tout le monde s'est renvoyé la balle durant l'enquête. Tous ont nié leur responsabilité.
L'entrepreneur général Beaver Asphalt, la firme d'ingénierie responsable de la conception et de la supervision Desso, les nombreux sous-traitants et la ville de Laval qui avaient été mandatés par le ministère des Transports dans ce projet. Si bien qu'aucune accusation n'a été portée. On n'a pas réussi à prouver ou à démontrer que personne disait « Je savais que c'était pas là, je savais que ça risquait de tomber, mais j'ai pris la chance. » Tout le monde disait soit « Je savais pas qu'il était manquante » ou « J'étais convaincu que c'était pas essentiel. » Ça fait 10 ans que la famille Vinson ronge son frein. 10 ans qu'elle attend des excuses publiques. Pour la première fois, un membre de la famille brise le silence. Ce sont les révélations autour du scandale dans l'industrie de la construction qui l'a incité à nous rencontrer. Dites-moi pourquoi vous parlez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on entend des choses dans le domaine de la construction qui sont choquantes. On entend des magouilles. On entend des gens qui se donnent des contrats entre copains d'une ville à l'autre. C'est choquant. Le coroner, dans son rapport, s'interroge longuement sur les circonstances de la tragédie. Il fait état de poutres trop courtes ou désalignées. Il note que l'entreprise responsable des travaux, Beaver Asphalt, était en quasi-faillite et a agi sans licence sur le chantier. Que son sous-traitant, Bercan, n'avait pas non plus la licence requise pour agir en sous-traitance sur un pont. Tous les scénarios seront étudiés. Il y aura l'expertise. Guy Chevrette était à l'époque ministre des Transports du Québec. Les scientifiques à l'extérieur. C'est un non-sens. Même si c'est la ville qui sous-contracte pour le ministère, ils ont toutes les obligations du ministère. Et le ministère n'a pas le droit d'engager, en vertu des lois existantes et des règlements existants, un contracteur sans licence. Mais on m'avait expliqué à l'époque que c'était une question de papier, que ça se réglait, puis tout. Ça, je me souviens de cet aspect-là. Vous saviez que la licence, que Beaver n'avait plus de licence à un certain moment? Nous avons été informés très tardivement et l'ouvrage... À quel moment? Je me souviens pas parce qu'on me parlait de choses qui se sont produites il y a 10 ans. Maintenant, je vous répète que 10 ans après la partie, tout le monde pourrait la jouer différemment, mais elle s'est jouée d'une autre façon cette fois-là. Pourtant, le rapport du coroner indique bien que Laval détenait des indices concernant les problèmes de renouvellement de licence de Beaver au moins 3 mois avant l'effondrement. Je pense que le premier prérequis devrait être la capacité du contracteur à assumer le contrat, à faire ce pour lequel il est payé. Alors, ça ne semblait pas être le cas chez Beaver. Mais il y a plus. Avant l'attribution du contrat, nous avons appris que Beaver était l'objet d'une enquête pour collusion dans un autre dossier pour lequel elle plaidera plus tard coupable. Et le ministère des Transports participait activement à cette enquête. Le maire de Laval aurait-il pu annuler le contrat? Vous le saviez? Non, nous ne le savions pas. Et même si nous l'avions su, être visé par une enquête et être déclaré coupable, c'est deux choses. Et même dans la loi actuelle, même quelqu'un qui a été déclaré coupable et qui soumissionne et qui donne toutes les garanties peut encore avoir des contrats. Le ministre des Transports de l'époque, Guy Chevrette, ne se rappelle pas avoir été informé de cette enquête, mais il se souvient très bien s'être interrogé sur les liens entre les propriétaires de Beaver, la famille Desricault et les libéraux. D'abord, on ne se cachera pas qu'il y avait une teinte politique. Parce que vous vous rappelez, Beaver, c'était M. Desricault. M. Desricault, c'était le collecteur de l'argent du parti adverse. Je me rappelle quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, mais je me rappelle quelqu'un m'avait dit « Attention, là, tu peux attaquer, mais faut pas être l'air que tu t'acharnes sur un libéral là, qui était collecteur, Guy. » Je dis, c'est pas une question de m'attaquer au collecteur s'il n'y a pas sa licence d'entrepreneur. On n'a pas le droit de contracter au Québec si on n'a pas notre licence de contracteur en bonne et due forme. Ça, c'est clair. Mais j'avais été, disons, conseiller de retenue. Le coroner n'identifie pas de coupable, mais distribue des reproches aux ingénieurs responsables du projet, notamment à l'ingénieur de Bercan, le sous-traitant responsable des travaux sur les poutres, et à l'équipe d'ingénieurs de Desso, responsable de la supervision du chantier. Il dit dans son rapport qu'elle n'a pas rempli adéquatement la tâche qui lui incombait de suppléer à la négligence, l'incompétence ou l'incapacité de Beaver à exécuter le contrat. Il désapprouve aussi l'action de l'ingénieur de Beaver, un jeune stagiaire manquant d'expérience et de compétences. C'est lui qui a fait retirer les appuis temporaires, cause directe de la catastrophe. Le coroner fait aussi état de liens de proximité dans le dossier.
Il parle de bons atomes crochus entre le directeur du service d'ingénierie de Laval, Claude Deguise, et Dessau. Il faut savoir que Claude Deguise avait auparavant travaillé chez Dessau et s'occupait des dossiers municipaux. Or, une fois en poste à Laval, il attribue à son ancien employeur une somme de 300 000 $ pour la gestion du chantier, une décision que le coroner juge discutable. C'est Dessau qui a par la suite recommandé l'entrepreneur Beaver et qui, par la suite, a approuvé le versement de dizaines de milliers de dollars à cet entrepreneur. Il y a eu un extra, à un moment donné, de payer le 140 000 parce que les travaux se sont faits l'hiver. Alors, si on rajoute le 140 000 d'extra qu'il y a eu de payer, on se pose la question parce que Beaver n'était même plus le plus bas soumissionnaire. À l'époque, le lieutenant-détective Marc Demers se souvient avoir suggéré au coroner Gilles Perron d'élargir l'enquête du viaduc du Souvenir à tout le secteur de la construction. Encore aujourd'hui, il est convaincu que toute la lumière n'a pas été faite sur cet effondrement. J'ai aucun doute dans mon esprit qu'il y a eu de la négligence et qu'on pourrait qualifier de criminel. J'ai aucun doute. Mais évidemment, c'est à qui l'attribuer. Vous n'avez aucun doute dans votre esprit? Dans mon esprit, j'ai aucun doute. Qu'il y a eu une négligence criminelle? Qu'il y a eu une négligence criminelle, mais à qui l'attribuer? Okay? Ça, c'est une autre dimension. Écoutez, on ne peut pas laisser des poutres de ciment, et je suis redondant, de plus de 63 tonnes au-dessus d'une des voies les plus achalandées, dans un état d'équilibre tel que le vent, les vibrations, changement de température va les faire tomber. C'est impensable. Ni les anciens dirigeants de Beaver, ni ceux de Bercan n'ont voulu nous rencontrer. Dans une lettre, Dessau soutient que c'est une erreur de l'entrepreneur qui est à l'origine de la tragédie. Elle se dit désolée pour les victimes. Nous l'avons fait lire à M. Vincent. Ça prendrait quoi pour que vous puissiez faire le deuil? Il me semble que c'est pas si difficile de faire des excuses publiques, de faire en sorte que l'incompétence des intervenants ne se reproduise plus. Il peut y avoir des erreurs, oui, mais pas des erreurs de négligence pour faire plus de sous. Non. C'est inacceptable. Beaver, dont le stagiaire a été qualifié d'incompétent par le coroner Perron, a fait faillite quelques mois après l'effondrement. Ses dirigeants ont obtenu dans les jours suivant la faillite une licence pour construire des ponts et des viaducs au sein de Gescar, une société qu'ils possédaient. L'entreprise a depuis obtenu des millions en contrats des pouvoirs publics. Et c'est la même firme de génie conseil, Dessau, qui a obtenu le contrat pour la reconstruction du viaduc du Souvenir. Enfin, le chargé de projet d'un des sous-traitants, devenu entre-temps ingénieur, Guy Pilote, fait face actuellement à des accusations relatives à son implication dans un réseau de fausses factures. Rien pour aider la famille de Gilbert Vincent, surtout le père, de faire le deuil de sa mort. J'aurais aimé, moi et mes frères, pouvoir lui donner un brin de justice. J'espère que quelqu'un aura le courage d'aider la famille Vincent là-dedans. Personne ne l'a eu à date. Après la pause, avec la multiplication des contrats, les firmes de génie conseil tournent-elles actuellement les coins ronds? On a eu des signes qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas correct. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce bout-là. À jouer trop dans zone grise, à un moment donné, on échappe. Malgré 2 effondrements de viaducs à Laval dans la même décennie, le gouvernement se veut rassurant. Il affirme qu'une tragédie comme le viaduc du Souvenir, qui, contrairement à celui de la Concorde, était en pleine construction, ne pourrait plus se produire. Entre autres parce que le ministère des Transports ne confie plus aux villes la responsabilité de structures aussi importantes. Actuellement, le mot d'ordre, c'est que le ministère conserve la responsabilité de l'ouvrage. Donc, il ne pourrait plus avoir un cas comme ce qui est arrivé. Ce serait très étonnant qu'il y en ait encore. Je ne penserais pas. Mais il y a quand même des signes préoccupants. C'était au printemps 2008. Un groupe d'une trentaine d'ingénieurs à la direction des structures du ministère des Transports, ceux qui supervisent les ponts et les viaducs, se préparent à sonner l'alarme en signant cette lettre qu'ils envoient par la suite au premier ministre Charest. Ils n'y vont pas par 4 chemins.
Devant l'augmentation importante et rapide du nombre de projets de réparation et de reconstruction de structures et le manque de ressources spécialisées au ministère, ils disent ne plus pouvoir garantir un niveau de sécurité acceptable à la population et qu'ils considèrent que cela menace la sécurité du public. Ils ajoutent dans une deuxième lettre qu'il y a urgence d'agir. Le ministère des Transports a tenté de les rassurer en disant que l'embauche de nouvelles ressources humaines était une priorité. À jouer trop dans zone grise, à un moment donné, on échappe. Cet homme est un ingénieur de carrière au ministère des Transports du Québec. Il a accepté de nous parler de façon anonyme, craignant des représailles de son employeur. Nous avons changé sa voix. Fait que c'est arrivé à l'occasion sur certains dossiers où ce qu'on a eu des problématiques graves, puis qu'il a fallu même fermer des routes durant la construction parce qu'il y avait eu un laisser-aller au niveau de la surveillance. C'est des choses qui arrivent. Depuis l'effondrement du viaduc du Souvenir, les budgets du ministère des Transports consacrés à la construction et à l'entretien des infrastructures ont été multipliés par 7 pour s'établir à 3,7 milliards de dollars. Les sommes attribuées aux firmes de génie conseil privées ont littéralement explosé dans la même proportion. Mais pendant ce temps, le nombre d'ingénieurs du ministère qui supervisent les chantiers s'est accru d'à peine 20 %, si bien qu'ils peinent à suffire à la tâche. Depuis que les mandats sont donnés aux firmes privées, on a beaucoup de travail de correction de devis à faire. Puis les gens chez nous doivent redoubler d'efforts pour s'assurer qu'on n'échappe pas de problématiques graves. Puis quand on parle de problématiques, c'est des ponts qui risquent de tomber lors de la construction, c'est des ouvrages au niveau, par exemple, des routes ou des autoroutes. Lorsque le surveillant n'est pas là, les structures de chaussée sont peut-être pas toujours réalisées comme elles sont exigées sur les plans. Ce cri d'alarme illustre la difficulté pour les ingénieurs du gouvernement et des firmes de génie conseil d'assurer la surveillance des chantiers. Même des tâches élémentaires sont souvent exécutées de façon médiocre. J'ai des confrères qui en ont vécu. Ils reçoivent des documents comme quoi tout est beau. Ils décident d'aller faire un audit, puis ils se rendent compte que finalement, les boulons qui étaient supposés d'être boulonnés sur la structure avant qu'on procède à l'étape du coulage de la dalle, bien, ils n'étaient pas boulonnés, les boulons. Ça, on a vu ça dans plusieurs directions territoriales. C'est inquiétant. Des incidents assez fréquents pour que le ministère ait adressé en octobre 2008 un mémo aux grandes firmes de génie conseil. Il y est écrit que la mise en place des boulons des joints de chantier des poutres principales présentait souvent des lacunes au niveau du serrage. Mais ce qui étonne et inquiète, c'est que des ingénieurs surveillants aient pu approuver des structures sans vérifier les boulons. Autre signe inquiétant, en 2002, en pleine construction, on a dû démolir cette passerelle enjambant l'autoroute 15 et la route 132 à La Prairie, à cause d'un risque d'effondrement. Des documents de cours nous apprennent que le constructeur Icon poursuit actuellement le ministère des Transports et des Sceaux-Soprin, alléguant le caractère erroné et dangereux de sa conception, ce qui fait l'objet de contestations. Et puis, il y a le fameux viaduc Facette près de la chute, démoli avant même avoir servi en raison de problèmes lors de la coulée de béton. Or, nous avons appris que le surveillant du chantier lors de la coulée était un technicien en génie. Moi, l'information que j'ai, c'est que c'était un technicien qui venait de terminer son cours de génie. Un technicien? Bien, c'était un technicien jusqu'à ce qu'il termine son cours de génie. Il était donc pas encore membre de l'Ordre des ingénieurs. Il était utilisé par Génivard comme technicien. Rien n'empêchait la firme de génie conseil Génivard, qui avait le mandat du viaduc Facette, d'embaucher un technicien comme surveillant. Mais le ministère des Transports a rendu par la suite obligatoire la présence d'un ingénieur senior lors de la première coulée. Ces incidents sont-ils la pointe de l'iceberg de situations beaucoup plus graves? Nos recherches nous ont conduits à ce pont à Alma, au-dessus de la Grande Décharge au Lac-Saint-Jean. Un pont qui aurait pu présenter des risques particuliers lors de sa construction. C'est en tout cas ce que prétend l'ingénieur qui a supervisé la construction. Claude Collard a fait toute sa carrière au ministère des Transports. Vraiment dans les poutres 7-6, là, on est dedans. Quand vous disiez que ça aurait pu s'effondrer, ça aurait été où à peu près? On peut dire qu'à peu près en haut de nous autres, on peut dire que c'est à peu près la zone qui aurait été puis la plus critique. On avait un risque assez fort à un moment d'avoir des problématiques d'effondrement. C'est un projet majeur. On peut considérer là, de 14 millions, 14,2 millions. C'est un gros projet pour 2002-2003, quand on a démarré ça, effectivement. Oui.
La construction du pont d'Alma présentait un nouveau défi pour le génie québécois. C'était un pont lancé, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer les poutres sur les piles à l'aide d'une grue, on les a glissées en les roulant d'une rive à l'autre. Plus les poutres avançaient vers le vide, plus la charge devenait importante. Mais avant cette opération très délicate, M. Collard a appris que quelque chose n'allait pas. On a eu des signes qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas correct. Avec un paquet de beaucoup de petits problèmes qu'on pouvait voir ici et là, des petites corrections sur les poutres elles-mêmes. En fait, on a découvert à l'usine de Québec, où étaient fabriquées les poutres, de petites fissures sur les barres servant à les solidifier. N'eût été de l'intervention d'ingénieurs en usine et de ceux du ministère des Transports, elles auraient été acheminées comme telles au Lac-Saint-Jean, selon ce qu'affirme M. Collard. Mon collègue de Québec en métallurgie m'a envoyé un message. On s'est parlé aussi. Il dit il y a quelque chose qui... La poutre à part, là, elle s'en va chez toi, Alma, là, mais il y a quelque chose qui va pas. Là. Il y a quelque chose qui va pas dans ce poutre-là. Il y a plein de petites affaires. Je peux pas dire exactement qu'est-ce que j'ai pas les rapports. Là. Mais il dit il y a quelque chose qui va pas. Là. Ça me semble bizarre. Au moment crucial, M. Collard a donc dû intervenir lui-même pour que la poutre reste en usine et ne soit pas acheminée au Lac-Saint-Jean. Elle partait, la poutre. Elle partait? Oui. Donc... Il l'embarquait sur le transport le lendemain, puis elle montait ici. Au ministère des Transports, on admet qu'il y a eu un problème lors de la fabrication des poutres, mais on rejette la conclusion de M. Collard quant au risque d'effondrement. Est-ce qu'il est exact de dire que si cette poutre avait été acheminée à Alma, que lors de la construction du pont, ça se serait effondré ou ça aurait pu s'effondrer? Ce n'est pas l'information que j'ai. Quand je fais faire une analyse par les spécialistes de la direction des structures, c'est pas ce qu'ils me disent. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé d'effondrement. C'est beaucoup plus à moyen terme, puis qu'on aurait vu des désordres de comportement. Si on a pu intervenir à temps pour le pont d'Alma, le ministère a découvert, du même coup, que des poutres présentant les mêmes défauts avaient servi pour un des viaducs de l'échangeur Tachereau à Brossard, un des plus achalandés au Québec. Mais contrairement à Alma, il était trop tard. Elles avaient déjà été installées. Au ministère, on veut se montrer rassurant. Ils ont été réparés selon une méthode qui avait été prescrite par le spécialiste en métallurgie. Ils ont été supervisés par cette personne-là. Ça fait qu'on est bien confiant là, que la durée de vie va être au rendez-vous. Dans tous ces cas, rien de grave n'est arrivé. Il n'y a eu aucun mort. Mais à l'Ordre des ingénieurs du Québec, on souhaite une meilleure surveillance des chantiers, surtout dans un contexte où il y a de plus en plus de travaux d'infrastructure. L'importance de la surveillance des chantiers est quand même sous-estimée au niveau de la société en général. Il faut le dire, à l'heure actuelle, il n'y a aucune obligation d'avoir un ingénieur sur un chantier. Pour le syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec, ces incidents illustrent l'importance de maintenir au gouvernement une expertise indépendante. Une expertise qui se perd quand on confie tous les travaux de conception au secteur privé. Un point de vue que partage l'Ordre des ingénieurs. Qu'on décide de sous-traiter, c'est une décision de gestion. C'est des décisions politiques que les gouvernements peuvent faire. Par contre, il doit y avoir effectivement, à notre avis, une indépendance compétente au niveau des donneurs d'ouvrage, non seulement pour s'assurer que le cahier des charges se crée bien, mais ensuite faire les choix qui s'imposent dans l'octroi des contrats et aussi faire les choix qui s'imposent dans le suivi des projets qui se réalisent. Il y a des gens qui nous ont dit qu'on tourne les coins ronds actuellement. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas confirmer qu'on tourne les coins ronds. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il faut exercer un maximum de vigilance de notre part et de la part des firmes qui travaillent pour nous pour s'assurer que les vérifications des plans et devis soient faites de façon spécifique, correcte et le plus précisément possible. Aujourd'hui à la retraite, l'ingénieur Claude Collard n'aime pas ce qu'il voit. La conjoncture fait qu'on les place au même titre qu'on va peut-être placer tous les employés, que ce soit les gens de la construction ou autres, dans une situation où il faut arrondir les coins, là, ça presse. T'as pas le temps de la peaufiner, de la mettre à ton goût. Non, non. Ce qui est important, c'est qu'il faut produire. Après la pause, quand l'ingénieur devient complice de dépassement de coûts inventés. Et il m'a dit... Regarde, ce projet-là, on le sait qu'on est capable d'aller chercher beaucoup d'argent. Puis il faut que tu le fasses. Des extras? Oui, des extras. Ces coûts supplémentaires.
Avec les milliards qui pleuvent actuellement dans nos travaux d'infrastructure au Québec, on peut se demander si on en a toujours pour notre argent. Surtout que certaines compagnies sont soupçonnées d'exiger des extras qui ne sont pas toujours justifiés lors de grands travaux et qui parfois peuvent atteindre des millions de dollars. Nous continuons notre enquête avec un témoignage troublant d'un jeune ingénieur complice des exigences de son employeur. Dans la région de Montréal, il y a 2 ans, un jeune ingénieur qui travaille pour un entrepreneur rentre dans le bureau de son patron. On lui explique que sa tâche sera d'étudier les plans d'un projet financé par des fonds publics. Le chantier n'est même pas encore commencé que l'entrepreneur lui demande de trouver des extras, justifiés ou non, pour gonfler la facture. Ben, mon souvenir, c'est que ça a été assez direct. Tu sais, il m'a dit... Regarde, ce projet-là, on le sait qu'on est capable d'aller chercher beaucoup d'argent. Puis il faut que tu le fasses. Il faut que tu ailles le chercher. On en a besoin. Des extras? Oui, des extras. C'est coûts supplémentaires. Il faut que tu trouves les moyens pour le faire, puis tu vas être récompensé pour le faire. Moi, je me souviens qu'on parlait d'un potentiel entre 200 et 500 000 d'extras. Puis le projet s'est terminé au-delà de 1,5 million. En extra? En extra. En général, ce sont des firmes de génie conseil privées qui font le travail de préparation des plans et devis avant d'aller en soumission. Elles peuvent avoir un mot à dire dans le choix de l'entrepreneur et ce sont elles qui vont surveiller le travail. Ultimement, elles vont recommander le moindre dépassement de coûts, qui sont fréquents et parfois spectaculaires au Québec. Selon ce que nous ont raconté plusieurs sources, parfois les firmes de génie conseil sont de mèche avec l'entrepreneur. La compagnie de construction qui gagne, si on veut, le projet de construction, là, avant tout, même avant d'avoir commencé la construction, souvent, on voit un potentiel d'aller chercher des extras, des suppléments sur le chantier. Ce jeune ingénieur a demandé à ce qu'on protège son identité. Il a travaillé ces dernières années sur des projets d'infrastructures municipales cofinancés par le gouvernement du Québec. Bien, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai vécu depuis quelques années, oui, effectivement, dans certains cas, j'ai vu les firmes d'ingénierie se mêler de certains dossiers. Donc, c'est sûr que la firme d'ingénierie ou la firme d'architecte, dans certains cas, bien, ils vont être de connivence avec l'entrepreneur général. Ils peuvent faire changer, ils peuvent faire demander de changer certains passages d'un document. Ils peuvent faire demander d'enlever des extras, puis les mettre dans d'autres parties. Claude Collard, ex-chargé de projet au ministère des Transports, s'indigne de tels dépassements. Moi, en tant que surveillant, là, c'est une équation que je ne peux pas accepter. Et moi, c'est pas de réclamation, pas d'ajout, ou si on dépasse 5 10 j'ai pas fait ma job. M'excuse, mais j'ai pas fait ma job. Moi, je raisonnerais de même, je n'ai pas fait mon travail. En principe, les firmes de génie n'ont pas d'intérêt à aider l'entrepreneur général à s'enrichir aux dépens de leurs clients, la municipalité ou le gouvernement. Alors, la situation décrite par ce jeune ingénieur est-elle exceptionnelle? Pas si sûr. La relation d'affaires entre des firmes de génie et des entrepreneurs généraux sont présentement au cœur de l'actualité. Une firme qui supervise un chantier peut-elle être un partenaire d'affaires de l'entrepreneur, dont elle doit par ailleurs contrôler les coûts? Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ait mal fait le travail, mais ça soulève des questions sur l'indépendance de sa supervision. Plusieurs ingénieurs rencontrés dans nos recherches ont reconnu que, dès l'étape de la conception des plans et devis, certaines firmes de génie conseil laissaient sciemment des inexactitudes pour permettre aux entrepreneurs de réclamer plus tard des extras. Dans le milieu, on appelle ça récupérer de l'argent laissé sur la table lors de l'attribution des contrats par appel d'offres. C'est grave, là, que des ingénieurs, aujourd'hui, participent à voler des clients ou l'État avec des entrepreneurs généraux. C'est grave, ce que vous dites, là. C'est drôlement grave, parce que je pense pas que présentement, ça soit possible d'empêcher ça. Faut comprendre que c'est quand même des gens qui sont intelligents, puis qui savent comment faire pour contourner la loi. Selon lui, la perte de l'expertise interne du gouvernement facilite les combines. C'est qu'au public, c'est quand même assez facile, parce que c'est le gouvernement qui paye. Puis tu sais, c'est reconnu au Québec que les dépassements de coûts, c'est... Dans les travaux publics, là, ça arrive souvent. Puis une des raisons, je pense, c'est qu'il n'y a pas assez d'employés qui travaillent pour le gouvernement.
c'est qu'ils connaissent pas le marché. Il n'y a pas que les extras. Les firmes de génie conseil sont aussi mandatées par les villes ou le gouvernement pour superviser la qualité de l'exécution des travaux. Le font-elles avec autant de sérieux lorsqu'elles travaillent avec leurs partenaires? Cet ingénieur du ministère des Transports en doute. Ça pourrait expliquer effectivement que dans certains cas, pourquoi que certaines routes qui ont été réalisées il y a peu de temps semblent se détériorer plus vite. Quand vous lui demandez en plus de vous donner les preuves comme quoi ce qu'ils ont fait, c'est beau, bien là, vous vous exposez à avoir n'importe quoi comme réponse. Impossible, sans enquête approfondie, de dire combien de fois des entrepreneurs ont profité du manque de surveillance pour épargner sur les travaux ou les matériaux. Impossible, par exemple, de dire combien de kilomètres de routes ont été bâclés pour économiser des sous. Et un de mes confrères, il s'est rendu sur place là, pour une réunion de chantier. On était en train de finaliser d'installer le sable sur place. Puis une fois que le sable avait été comme approuvé pour son élévation finale, il y avait comme une réunion de chantier. Puis lorsqu'il est sorti de la réunion, peut-être 2-3 heures plus tard, l'entrepreneur avait, durant la réunion, continué à mettre du sable en plus grande épaisseur pour amincir la couche de pierre. Mais lui, il vient d'empocher un gros montant parce que la quantité de sable qu'il a mis à la place de la pierre, elle va lui être payée comme étant de la pierre. Cette culture de proximité et de complicité peut ouvrir la porte à bien des manigances, du paiement au noir, des cadeaux, etc. Notre jeune ingénieur nous fait visiter la nouvelle maison et qu'il est en train de se faire construire. La maison ici, en bonne partie, là, je dirais qu'entre 60 et 70 % ça a été payé via des bonus performance. Mon arrangement salarial, que je n'étais pas déclaré à 100 % me donnait toujours une banque de sous pour acheter des choses. Donc, c'est comme ça que j'ai pu réussir à bâtir la maison. Donc, 60 70 % de toute cette maison-ci, c'est comme ça que ça s'est fait? C'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est sûr que je me vanterai jamais à personne d'avoir été chercher de l'argent en extra ici, partout, puis que les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé en ont grandement été reconnaissantes, là. S'il a accepté de nous parler sous le couvert d'anonymat, c'est qu'il dit avoir cessé cette pratique. Mais bien d'autres le font encore, selon lui. Il entend porter plainte à la police. Je trouve ça dommage parce que, dans le fond, c'est tous les contribuables du Québec. C'est chacun et chacune qui se lève tous les matins, qui va travailler, puis qui donne un effort pour aller chercher son pain, qui se trouve avec ses impôts à payer des travaux tout le temps plus chers. Tout le temps plus chers. Après la pause, le financement politique douteux auquel participent certaines firmes de génie conseil. Je me suis déjà fait solliciter par mon patron pour donner à un ou deux partis politiques, puis me faire rembourser par mon compte de dépenses. Nous sommes en octobre 2008 dans un restaurant de la rue Saint-Laurent à Montréal. S'y tient un cocktail de financement pour la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales du Québec, Nathalie Normando, loin de son comté de Bonaventure en Gaspésie. Chacun des participants a déboursé 500 $. La soirée a permis à Mme Normando d'amasser 43 000 $. Les invités, des maires, des entrepreneurs, des gens qui ont intérêt à maintenir de bons rapports avec le gouvernement. Celui qui a présenté Mme Normando, c'était M. Gilles Vaillancourt, le maire de Laval. Puis il y avait aussi des maires de d'autres municipalités, là. Cet ancien organisateur politique, qui a aussi travaillé dans l'appareil gouvernemental, était présent. Il a requis lui aussi l'anonymat. Sa voix a été changée. Il a été choqué de voir que la soirée était principalement organisée par le président d'une filiale de Dessau, Christian Côté, proche de Mme Normando et du député David Wissel. Selon lui, la liste d'invités gravitait autour de Dessau. Je veux dire, pour la ministre des Affaires municipales et les villes, c'est ses premiers clients. Et je pense pas qu'au Québec, il n'y a qu'une seule boîte de génie qui opère dans les municipalités. Donc, c'est d'offrir l'exclusivité à une entreprise. L'habilité aurait voulu peut-être de faire un événement plus général et que la ministre s'offre de rencontrer toutes les boîtes.
Une soirée de financement particulière, au point où un ingénieur d'une autre firme de génie, voulant rencontrer des élus municipaux, a été invité à quitter les lieux. Il a dû se démener pour réussir à rentrer. La ministre Normando confirme la tenue de cette soirée et ne nie pas non plus qu'elle a été organisée principalement par Christian Côté. Mais selon elle, il l'aurait fait à titre personnel. C'est vrai que M. Côté, lui, a été mis à contribution de façon, je vous dirais, particulière parce qu'il a assuré la coordination de la vente des billets en s'adjoignant d'autres personnes. Et c'est vrai que je connais Christian Côté bien avant Dessau. Je le connais depuis 1998. J'ai travaillé avec sa conjointe. Je suis très, très à l'aise avec cette dimension parce que Christian Côté, c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans mes activités de financement. N'est-il pas vrai qu'il est arrivé un moment où il y a quelqu'un d'une autre firme qui veut venir et qui se fait expulser? Elle n'était pas sur notre liste. Elle n'était pas sur la liste des personnes qui avaient confirmé leur présence. Lorsque la personne qui l'a invitée s'est présentée, le tout s'est réglé puis les gens sont entrés à l'intérieur. Alors, il n'y a pas eu d'expulsion, il n'y a personne qui est empêché d'entrer. Ça, je peux vous le confirmer. Les porte-paroles de Dessau ont catégoriquement nié toute implication dans le financement des partis politiques en général et du Parti libéral en particulier, et ce, que ce soit directement ou par le biais d'un employé, qu'il s'agissait d'une activité privée de M. Côté. Quant à ce dernier, il n'a jamais retourné nos appels. Pour ce qui est de la présence d'élus municipaux, Mme Normando n'y voit rien de répréhensible, même si, comme ministre des Affaires municipales, elle a eu à se prononcer sur des scandales dans des villes comme celui du contrat des compteurs d'eau à Montréal. On rencontre des dizaines et des dizaines d'élus dans une année, pour ne pas dire dans un mois, parce qu'il y a plus de 1100 municipalités au Québec. Et c'est tout à fait normal que des élus municipaux, maires, conseillers, participent à ce genre d'activité de financement. Une soirée de financement de routine, rien d'illégal, dans un contexte où le premier ministre s'attend à ce que chaque ministre rapporte 100 000 $ par année de financement populaire. Mais le questionnement demeure quant à l'implication de tout temps du milieu du génie conseil dans le financement politique. Pourquoi les ingénieurs? Oh, c'est probablement parce que c'était des gens qui donnaient. Ça, c'est clair. Ils sont habiles, ces gens-là. Là. Ils envoient leur péquiste de service ou leur libéral de service quand c'est dépendant du parti qui sollicite. Ils sont très habiles. Ils envoient les gens qui sont connus auprès du ministre ou bien pour se faire connaître du ministre, croyant que ça aura un impact, c'est évident. Les activités de financement servent-elles de prétexte à faire du lobbyisme en vue d'obtenir des contrats? Si oui, il est clair pour le commissaire au lobbyisme que les participants doivent s'inscrire au registre de son organisation, sinon ils s'exposent à des poursuites. La loi ne fait pas de distinction de l'endroit où sont effectuées les communications d'influence. Dès qu'on cherche à influencer une prise de décision, il y a communication d'influence, activité de lobbyisme qui doit être inscrite. C'est une occasion de lobbyer pour eux autres. Puis moi, je pense que c'était de bonne guerre aussi. Rencontrer, s'ils sont connus de 7-8 ministres, puis ils ont un problème éventuel, ils ont sûrement une oreille pour parler à ce moment-là, pour entendre, je veux dire. Récemment, une des grandes firmes de génie conseil du Québec, BPR, a été la cible d'une enquête. Le commissaire au lobbyisme a fait état de 84 manquements à la loi. Selon son rapport, 13 personnes travaillant pour BPR auraient agi à titre de lobbyiste auprès de titulaires de charges publiques. Seul le député libéral de Rivière-du-Loup, Jean Damour, ancien président du Parti libéral du Québec, a plaidé coupable dans cette histoire. Mais BPR n'est pas la seule visée par les critiques. Ça rentre même au niveau des dépenses corporatives. Le fait d'emmener des gens, des clients potentiels là, à une partie de pêche ou... Christian Denis est ingénieur spécialisé en hydrologie. Il a sa propre entreprise, mais il travaillait autrefois pour une filiale d'une grande firme d'ingénieurs. Beaucoup de lobbying qui se fait. Il y a beaucoup de cadeaux qui se donnent. By the side, des soupers bien arrosés, des parties de hockey au Centre Bell, toutes sortes de choses comme ça. Il y a aussi le financement illégal. Il dit l'avoir déjà vécu alors qu'il était à l'emploi d'une petite firme. Je suis déjà fait solliciter par mon patron pour, disons, donner à un ou deux partis politiques, puis me faire rembourser par mon compte de dépenses. Ça, c'est des choses qui se font couramment pour éviter justement, pour contourner la loi. Là. Ça, je pense que dans les firmes d'ingénieurs, étant donné que c'est très politisé, ils engagent même des gens qui ne font que ça, de graviter autour du monde politique.
Donc, c'est comme un peu, disons, normal. Puis je l'ai fait de façon très naïve. Puis par la suite, j'ai su que c'était illégal, mais... Cet ancien organisateur politique nous a raconté comment des firmes de génie conseil distribuent de l'argent comptant avant les élections. Il y a des gens des bureaux de génie qui se promènent avec des enveloppes d'argent puis qui remettent ça à des organisations dans les comtés ou dans les villes pour leur permettre de payer certaines dépenses électorales. Au-delà du financement politique, qu'il soit légal ou illégal, les liens entre le monde du génie et les pouvoirs publics sont nombreux. Est-ce un hasard si d'ex-politiciens ou d'ex-dirigeants gouvernementaux ou municipaux se retrouvent dans des grandes firmes de génie conseil? Nous en avons recensé une cinquantaine, parmi lesquels Claude Drouin, ex-chef de cabinet au ministère des Transports et ancien candidat libéral chez Roche, et Léo Oussakos, autrefois chez PPR, actuellement sénateur conservateur. Et aussi, bien sûr, Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de Montréal, vice-président démissionnaire chez Dassault. Au sein des firmes de génie conseil, on ne voit pas où est le problème. Ces gens-là, là, quand ils deviennent des ex, là, c'est quoi? Ils sont condamnés à ne rien faire? Non, mais il y en a beaucoup. Non, mais ils deviennent ex-compétents, ex... Mais il y en a beaucoup. Non, mais... C'est quoi l'intérêt de Dassault, par exemple, d'embaucher un ancien organisateur du Parti libéral du Québec qui n'est pas ingénieur? Il est certainement un bon gestionnaire, je présume. Le directeur qui connaît toute la filière du ministère, tu te ramasses le lendemain matin d'une firme privée, c'est... Hey, tu connais tout le réseau, là. T'es plein de tous tes amis qui sont de l'autre bord. Hein. Puis toi, en tant que directeur, là, qu'est-ce que t'as fait à un moment donné, maintenir l'expertise, maintenir ton monde? Comment t'as travaillé avec le politique pour qu'il dise « Hey, les politiques, ça n'a pas de bon sens, là. Ça nous prend un minimum à l'interne. » Tu sais, moi, je trouve que c'est chiant. Il semble y avoir un malaise à l'intérieur même des ingénieurs. Un sondage récent indique que 3 ingénieurs sur 4 disent avoir été témoins de favoritisme ou en avoir entendu parler dans le domaine de la construction. Vous me permettrez là, de ne pas généraliser et de dire qu'il y a une crise de confiance dans le génie par rapport au génie. Je ne croirais pas que ce soit le cas. OK. Alors, il n'y a pas de crise de confiance au Québec par rapport au génie, si je comprends bien. Il y a une préoccupation afin de s'assurer que l'image de l'ingénieur ne soit pas ternie par des cas qui, s'ils existent, devront être traités comme il se doit. À l'Ordre des ingénieurs, on voit les choses autrement. Je peux vous dire que les malversations dont on a entendu parler récemment nous préoccupent beaucoup. Et ça, combiné au conflit d'intérêts dont on a parlé au niveau du financement des partis politiques, on pense que ça fait en sorte qu'il doit y avoir une réflexion globale sur le monde de la construction. Et c'est pour ça qu'on pense que la commission d'enquête est nécessaire. Cette demande d'une commission d'enquête est d'autant plus justifiée, selon l'Ordre, qu'il y a augmentation importante des plaintes contre les ingénieurs depuis le début du scandale dans l'industrie de la construction. L'Ordre craint que la confiance du public envers ceux qui garantissent la sécurité de nos structures, comme les ponts et les viaducs, s'érode. Le rôle des firmes de génie conseil fera l'objet d'une attention particulière de l'escouade Marteau dans son enquête policière sur l'industrie de la construction.